Salut les hystériques, ça biche ? On est Léa, Diane et Anthea Pétel et on vous a concocté ce podcast car à nos yeux, il y a un problème. Dans l'histoire de l'art, on n'étudie que des œuvres faites par des hommes, et donc dans nos têtes, les artistes ne sont que des hommes. Mais la réalité est tout autre. Les artistes sont aussi des femmes et des personnes de tout le spectre du genre. Donc on a voulu leur donner la parole. Pour nous soutenir et amplifier nos voix, abonne-toi, clique sur la clochette, lâche des étoiles et pose tes meilleurs commentaires sur toutes nos plateformes. On les lira avec grand plaisir. Dans l'expiration d'aujourd'hui avec Alexandra, on parle de notre entourage qui essaye de nous aider et qui nous envoie des annonces de casting qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. On discute de notre vision de la raison pour laquelle on fait de l'art et pour qui on produit tout ça. Alexandra nous parle aussi de son rapport aux réseaux sociaux et au fait de devoir prouver à son réseau que sa vie est bien remplie. Bonne écoute. Dans cette deuxième partie du podcast, on va rentrer en complément de ce que tu as dit avant, qui était plutôt comment tu t'inspires et comment tu reçois du monde pour ensuite donner au monde avec ta création et donc ou tes créations. Et donc voilà, pendant cette partie du podcast, on va plutôt parler de qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu le fais en tant qu'artiste. Et donc, ma première question pour rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est pour toi, c'est quoi la vie d'artiste ? Parce qu'on dit souvent que faire de l'art son métier, c'est pas facile, ou ce genre de choses. Qu'est-ce que t'en penses ? Je saurais pas trop donner de réponse construite parce que bon, déjà, je pense que personne n'a la réponse et surtout tout le monde se crée un petit peu sa réponse en fonction de sa vision de ce que c'est l'art et de ce qu'on en fait. Et pour moi, du coup, mon idéal en tout cas de la vie d'artiste, c'est une vie bien remplie, une vie excitante, on va dire. En fait, une vie où on a des millions de choses à raconter et moi en tout cas la vie dont j'ai un peu toujours rêvé et ce que je voyais comme la vie d'artiste, en fait c'est une vie où on a 1000 envies et du coup on fait 1000 projets qui nous parlent, quelque chose qui nous émeut tout d'un coup, on a envie d'en faire quelque chose, on va y aller, on va le faire et en fait c'est une vie pleine de créativité, une vie pleine remplie de gens aussi, de rencontres, de belles choses et de choses peut-être des fois un peu moins belles, mais en fait c'est vraiment pour moi une vie mouvementée, une vie excitante et dans laquelle on va réussir à donner un maximum de soi et à recevoir aussi un maximum. Enfin moi en fait c'est ma vision des choses, c'est vraiment une vie bien remplie et une vie excitante quoi. Trop cool. Bah écoute, de toute façon comme tu dis, je pense que en fait c'est pour ça que je pose cette question, c'est parce que comme tu dis, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule... Enfin, il n'y a pas une seule réponse, en fait. Il y en a juste plein. Simplement, c'est un peu le mythe. Il y a un peu ce truc-là on imagine les artistes un petit peu en dehors de la société. Et justement, moi, j'ai envie de débunker un peu ces choses-là et de dire, en fait, c'est quoi vivre en tant qu'artiste dans cette société et de ce que tu dis. C'est pour ça que c'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus et non pas quelque chose d'un peu, un peu lunaire comme ça, d'une définition... un peu plus général. Et du coup, par rapport à ça, comment est-ce que tu fais pour expliquer ton métier ou tes métiers à tes proches et aux personnes qui sont peut-être moins artistiques ? Déjà, moi, j'ai toujours eu de la chance qu'on me laisse faire ce que j'avais envie de faire, en tout cas au niveau de mes études et au niveau de ce truc un petit peu artistique. Et j'ai eu de la chance aussi de me diriger vers le cinéma qui est quand même... quelque chose d'assez qui a été quelque chose d'assez concret assez rapidement, en tout cas à l'époque où j'ai grandi, c'est-à-dire que les gens regardaient la télé, ma famille regardait la télé, regardait des films au cinéma, donc par exemple par rapport à des gens qui vont vouloir se lancer dans la peinture alors que très peu de gens vont voir beaucoup moins de gens en tout cas vont voir des expos, je sais pas, je pense à tous ceux qui se lancent sur YouTube alors que YouTube il y a 10 ans, on disait mais qu'est-ce que c'est pas un métier quoi. Du coup, j'ai eu de la chance de viser quelque chose qui avait un peu une structure où on savait que même si c'était dur, il existait des écoles, etc. Donc j'ai eu la chance déjà de pouvoir expliquer que je voulais... ce que je disais quand je savais pas trop ce que je voulais faire et que je savais juste que je voulais faire du cinéma, je disais oui, je vais écrire des scénarios, je vais écrire des histoires et tout le monde me disait oui, c'est bien, de toute façon tu as toujours été faite pour les lettres. Et voilà, et du coup j'expliquais un petit peu comme ça à mes proches et
maintenant, je sais pas si... Au fur et à mesure, je crois qu'ils ont compris un petit peu ce que signifie un petit peu le métier assistant réel. J'essaie d'expliquer... Enfin, c'est sûr qu'ils savent pas tout ce que ça englobe parce que même moi, sur chaque projet, je découvre encore une partie et je me dis ah oui, ok, d'accord, ça englobe ça aussi. En fait, t'embrasses la totalité du truc quand tu fais de la mise en scène. Ouais. Et c'est vrai que du coup, j'essaie de leur expliquer un petit peu de façon plus structurée. Je vais pas leur raconter tout ce que je fais. Je dis vraiment, voilà, moi je gère plutôt l'aspect organisation et plutôt les comédiens. Je dis ça comme ça. Et du coup, je pense qu'ils comprennent assez facilement quand même ce que je fais, mais j'ai de la chance que ce soit quelque chose... En fait, quand on parle d'un plateau de tournage, même si les gens, ils ont des visions assez clichés, on a quand même une image qui vient en tête. Du coup, j'ai de la chance que c'est un métier quand même assez connu, entre guillemets. Oui, c'est vrai qu'au final, quand on regarde, par exemple, le cinéma ou la musique, contrairement peut-être à des arts, des artistes plasticiens ou des performeurs, ce genre de choses, effectivement, c'est déjà plus ancré dans le quotidien des gens, en fait, tout simplement. Comme tu disais, notamment avec le Covid, c'est vrai que les gens ont massivement consommé, alors je ne sais pas si j'aime bien ce terme, mais on va dire consommer du cinéma et de la musique et ce genre de choses. Donc peut-être que c'est aussi plus facile pour toi d'avoir d'expliquer quel est ton métier et comment ça se passe. Et ça, pour toi, ça l'a été dès le début, dès que tu as commencé à faire des études dans le cinéma, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui, au fur et à mesure du temps, les gens comprennent un peu plus ce que tu fais et comment ça s'est passé dans ton parcours? Oui, ça s'est passé un peu plus quand même au fur et à mesure, dans le sens où avant... En fait, à partir du moment où on est encore en études, pour tous mes proches, etc., j'étais dans une école de cinéma, peu importe... voilà, elle veut faire du cinéma, elle est dans une école de cinéma, peu importe ce que j'y fais réellement, peu importe sur quoi je travaille vraiment, quels sont mes projets, etc. C'est quelque chose d'assez vague. Je dis, la petite, elle bosse dans le ciné, c'est cool. Et puis voilà, et c'est vrai que ça a été plus au moment des stages, etc., où ça a été plus difficile, parce qu'en plus, c'est terrible, mais les gens, ils veulent aider, que ce soit des amis qui sont pas trop du milieu, ou des parents d'amis aussi. J'avais une bonne amie à moi qui s'appelle Sarah, et sa mère, je m'entends très bien avec sa mère qui envoie des fois des liens pour des stages qui n'ont rien, enfin c'est audiovisuel du coup, mais qui n'ont rien à voir avec ce que je faisais, clairement. Et même des amis à moi d'enfance qui m'envoient des liens de trucs de cadreurs-monteurs pour des boîtes de pub. Et je leur disais, alors c'est adorable, mais moi je fais uniquement de la fiction parce que je suis assistante réelle. Enfin, c'est plus, une fois que les gens ont capté que tu bossais dans l'audiovisuel et dans le cinéma, après pour leur expliquer qu'il y a 3000 rôles différents et que en fait je peux faire uniquement ce rôle et que c'est là que ça a été un peu plus peu plus compliqué, mais j'ai l'impression que maintenant les gens ont un petit peu compris parce que aussi plus je le fais, peut-être mieux je l'explique et plus j'ai des exemples à donner, plus j'ai des choses à raconter qui font que on cerne un petit peu mieux la petite histoire, quoi. Oui. Ouais, moi pour rebondir sur les gens te donnent des trucs en voulant bien faire, mais ça tombe tout à fait à côté. Ma conseillère Pôle emploi, avant que je passe à Pôle emploi Scène et Images, ma conseillère Pôle emploi qui du coup ne connaissait pas du tout mon métier de chanteuse, voix off, a regardé pendant que j'étais au téléphone avec elle, c'était très très long, elle a lu au téléphone les annonces en me disant je vous les lis au cas où ça vous intéresse, et j'étais en mode mais ça ne m'intéresse pas, enfin au pire envoie-moi les liens et puis je prends le temps de le lire de mon côté. Mais là du coup elle m'a tout lu, j'en avais 4 ou 5 et c'était genre faire clown pour des anniversaires ou suivre un cirque itinérant et être acrobate et tout. Genre je ne suis pas du tout acrobate. La danse, l'acrobatie, c'est pas du tout mon truc. Excellent. Oui, je suis troubadour, mais pas tant que ça. Oui, voilà, c'est ça. Oui, alors d'accord, j'ai écrit ménestrel, mais en fait, calmez-vous. Non, mais c'est vrai que c'est marrant ce que tu dis parce que du coup, moi, j'ai fait les Beaux-Arts en design.
Et il a fallu très très longtemps pour que ma mère accepte aussi. Tu vois, par exemple, à chaque fois qu'on se promenait, qu'on passait à côté d'un Roche-Beaubois, ma mère était en mode oh là là, un jour tu seras là-dedans et tout. J'étais en mode mais en fait pas du tout, maman, je fais du design d'espace, j'ai envie de faire de la performance, des trucs et tout, des installations. J'ai pas envie de faire des canapés. J'ai pas envie de faire des canapés en fait, si tu veux. Et c'est vrai que tout ce genre de trucs. Ou l'autre jour, comme elle bosse avec la ville de Lyon, elle m'a envoyé un truc pour faire une énorme fresque murale sur un bâtiment en me disant tiens, peut-être que ça pourrait t'intéresser. Je dis mais pas du tout. Enfin c'est pas mon métier en fait. Je sais même pas. Enfin je sais pas peindre quoi. Donc effectivement je trouve ça rigolo ce que tu dis de ce rapport-là à nos proches qui ont cette envie de bien faire en disant ah tiens regarde, alors que si t'as un pote comptable tu vas jamais lui dire ah au fait j'ai entendu dire que telle personne enfin je sais pas, je trouve que c'est marrant. Faudrait faire une étude pour voir si dans chaque métier on envoie comme ça à nos proches. Bref, effectivement je trouve ça assez rigolo. Prochaine question du coup, parce que du coup avant t'as beaucoup répondu dans la première partie de la question à pourquoi tu fais de l'art, et t'as un petit peu répondu à cette question, mais j'ai envie de rentrer plus en détail dessus, qui est pour qui tu fais de l'art. Bah ça c'est un petit peu l'éternel... Enfin j'avais eu ce débat en plus avec quelqu'un l'an dernier. Enfin en fait, de l'an dernier j'ai fait une résidence d'un mois qui s'appelle l'Atelier 7, qui était une résidence où en fait on a fait le mois de juillet 2020, on était dans un chalet, on était 22 participants, et il y avait quelques intervenants, et en fait... Avec les parasites, c'est ça ? Ouais, exactement. Et on avait un mois en fait pour créer. Clairement, on faisait ce qu'on voulait, c'est-à-dire que si on avait une idée le matin, on écrivait l'idée, et tout d'un coup, le soir, au repas, on disait bah voilà, moi j'ai cette idée de film, qui pour la filmer avec moi demain et après, on partait et on faisait ce qu'on voulait, quoi. Bref, et du coup, là, j'ai rencontré beaucoup de gens avec qui j'ai pu discuter de plein de choses, et il y a quelqu'un on montrait un peu chacun pour se connaître au début, parce que du coup on arrive à 22 dans un cadre où personne se connaît, c'est un petit peu gênant. En plus moi je suis pas quelqu'un d'hyper... Enfin je suis sociable, il y a aucun souci, mais je vais pas me livrer tout de suite. Et du coup j'étais un petit peu en train d'observer tout le monde. Et il y a quelqu'un qui a montré un film à lui où clairement en fait moi il m'avait un petit peu choqué ce film. Et il avait dit oui mais de toute façon le cinéma c'est pour c'est pour extérioriser, si j'ai envie de raconter ça je raconte ça. Je dis ok, mais dans ce cas-là si tu as envie de le raconter que pour toi, parce que pour moi clairement quand on fait de l'art en fait c'est pour soi, c'est à un moment donné si c'est qu'on sent le besoin de le faire. On fait jamais de l'art que pour les autres, c'est que nous on ressent le besoin d'embrasser totalement le truc et de créer ce truc-là à un moment donné, de le raconter de telle façon. Et par contre, du coup, lui, il le voyait totalement comme ça, en mode moi j'ai eu besoin de dire ça, et du coup je l'ai raconté comme je l'ai ressenti. Et je lui disais d'accord, mais dans ce cas-là, si c'est un truc uniquement pour toi extériorisé, tu le gardes pour toi, alors que là tu fais quelque chose pour qu'il soit regardé par les autres. Donc dans ce cas-là, il faut que tu prennes... Enfin, on a eu ce gros débat en gros où je lui disais, moi selon mon point de vue, il fallait prendre en considération le fait que ton travail, tu le faisais pour toi, mais qu'en même temps, tu le faisais pour le montrer aux autres. Sinon, tu faisais pas un film, quoi. Tu fais je sais pas, tu écris, je sais pas, chez toi, et tu te gardes le petit truc pour toi, et tu le brûles dans la cheminée, si c'est juste histoire d'extérioriser, quoi. Mais si tu mobilises toute une équipe pour ensuite faire une projection, c'est que t'as quelque chose à raconter et que t'as envie que les autres le sachent. Donc, bref, on avait eu un gros débat sur ça où, du coup, moi, quand je me dis que je fais quelque chose d'artistique, il y a une partie que je fais pour moi parce que je sens que j'en ai besoin. Mais après, ça va dépendre des sujets que j'aborde, et il y a des sujets que j'ai envie de garder uniquement pour moi. Enfin, moi, je sais que ces dernières années, je le fais plus trop, mais avant, j'écrivais énormément. Vraiment, j'ai des carnets entiers que personne n'a jamais lus, ou alors uniquement des personnes... un texte de temps en temps à une personne parce que je trouvais que ce texte était pour cette personne, etc. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose que je gardais pour moi parce que j'en avais besoin uniquement pour extérioriser quelque chose, pour créer quelque chose à moi. Et en même temps, il y a des fois où, par exemple, quand on va parler de mon court-métrage de fin d'études, qui en gros était ça parlait d'une femme atteinte d'Alzheimer qui était en EHPAD et qui en fait était une ancienne danseuse. Et elle faisait la rencontre
d'un homme dans cette EHPAD qui décidait en gros de la faire danser une dernière fois pour lui faire revivre un petit peu, lui faire remonter tous ses souvenirs, etc. quoi. Et du coup, ce film, par exemple, je sais que moi j'avais besoin d'extérioriser des choses quand j'ai eu l'idée, quand j'ai écrit, et en même temps, je sais que je voulais le montrer parce que je voulais parler de ça. Je voulais que, en fait, je voulais parler aux gens des personnes en EHPAD, je voulais parler du fait à quel point on pouvait se sentir vivant quand on était aussi proche de la mort, je voulais parler de la mémoire du corps pour quelqu'un qui a pratiqué de la danse toute sa vie. Enfin, je voulais parler de toutes ces choses et du coup, c'est quelque chose que je faisais pour moi, mais que je faisais aussi pour les autres et que j'ai fait. Enfin, je sais que ma mère, ce film l'a énormément touchée. Je sais qu'il y a des membres de ma famille qui ont beaucoup aimé. J'ai eu pas mal de retours, de gens à qui ça a fait du bien. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est réussi dans le sens où je l'ai fait pour moi, mais en même temps, j'en ai donné un peu pour les autres et c'était un petit peu... On revient toujours sur cette question d'utilité, quoi. Mais Ouais. même si l'art n'a pas à être utile, mais au final, il faut quand même qu'il fasse ressentir quelque chose, quoi. En fait, en fait, c'est aussi peut-être cette idée de comment est-ce que tu viens l'inscrire dans la société dans laquelle on vit, en fait. Ouais. Tout simplement de comment est-ce que, même toi, en fait, comment est-ce que toi, tu viens t'inscrire dans cette société en disant, bah voilà, je vous apporte ma sensibilité et de par mes yeux, peut-être que ça va vous permettre en fait, tu viens créer d'une certaine façon une sorte de représentation d'un sentiment, d'une émotion que tu penses, quand on dit être utile, je pense que, effectivement, est-ce que l'art est utile et tout ce genre de choses, peut-être qu'on en reviendra après, j'ai quelques questions là-dessus par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, de ce que tu dis, ce que je ressens, c'est plus, voilà, tu as des émotions que tu as l'impression qu'ils pourraient, si tu les partages, venir aider. Et on en revient, encore une fois, presque à la première partie du podcast sur cette idée de, avec ton art, tu veux venir t'inscrire dans la société pour aussi aider peut-être certaines personnes dans leur quotidien par rapport à des sujets qui te touchent toi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis de toute façon, c'est un truc dont tu as parlé aussi avec la personne en question pendant le stage, ou je sais pas trop comment appeler ça, le défi. Et de toute façon, l'art, c'est égoïste. Donc, c'est aussi toujours l'équilibre à avoir entre faire quelque chose que pour soi et faire quelque chose que pour les autres. Et de toute façon, il y a forcément un peu des deux, parce que sinon, si tu fais les choses que pour les autres, tu mets pas de toi dedans. Enfin, peut-être que je suis en train de dire n'importe quoi, mais tu mets pas autant de toi dedans si tu le fais pas pour toi. Donc, si donc c'est un peu égoïste des deux côtés, donc il faut savoir bien doser ça. Après, c'est très abstrait et très subjectif, ce que je suis en train de dire. Ouais, mais est-ce que justement, c'est pas un rapport aussi avec, enfin, je veux dire, pour moi, c'est aussi à partir du moment où tu décides de faire de l'art ton métier et non plus un hobby ou quelque chose que tu vas garder pour toi. Pour moi, quand tu viens en faire ton métier, c'est aussi que voilà, tu viens t'inscrire dans une société et en fait, tous les métiers, d'une certaine façon, tu as une part égoïste dans le sens où tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi par rapport à la société dans laquelle tu viens t'inscrire, j'imagine. Enfin, je pense que c'est dans tous les cas, si on peut pas faire des métiers. Bon, alors après, il y a certains tafs alimentaires qui sont là pour la finalité en soi, évidemment. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de métiers sans juste pointer du doigt le métier d'art, qui sont en fait, voilà, j'ai une capacité personnelle qui va me permettre de, si je la réalise, de me développer personnellement, mais aussi de venir m'inscrire dans la société. En tout cas, moi, je le vois dans ce rapport-là entre le rapport entre le hobby et le métier, en fait. Et que le métier d'art, Ouais, c'est vrai. Oui, et puis c'est pas forcément péjoratif de dire que t'es égoïste, quoi. L'égoïsme, c'est, dans la définition, c'est de penser à soi. Après, on en fait quelque chose de malsain s'il n'y a que ça, mais dans l'idée... Enfin voilà, c'était juste pour préciser la définition d'égoïsme. Juste peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve que c'est peut-être... Enfin, je trouve que, par exemple, c'est plus clair dans la musique que dans, par exemple, certains métiers comme le métier d'acteur ou au cinéma ou même dans la peinture, etc. Enfin, dans la musique, par exemple, sur ce que tu disais des métiers,
il y a plein de gens qui jouent et qui jouent même très bien et qui chantent très bien, mais qui font ça pour eux parce qu'ils ont envie de garder ça en loisir. Et à partir du moment où en fait t'as un public, tu commences à avoir des gens qui te suivent, etc. Je trouve qu'à partir de ce moment-là, tu fais plus ça juste pour toi, tu fais ça aussi pour les autres et du coup, t'as aussi enfin, c'est quoi le mot? Cette un peu charge mentale de, à partir du moment où tu décides de le partager avec les autres, c'est que tu t'adresses plus qu'à toi, tu t'adresses aussi aux autres et du coup, tout ce que tu vas partager, c'est pour toi, mais aussi pour les autres, quoi. Enfin, je trouve que c'est un peu plus clair enfin, plus facile à comprendre en tout cas dans ce genre de métier. Alors que quand on fait un film, on se pose un peu moins la question de est-ce que je le fais pour moi parce qu'en fait, on est tellement loin du public entre le moment où on écrit et 1 an après le scénario est validé et 6 mois après la recherche de financement est validée et 6 mois après le tournage est validé, ensuite le montage, etc. Et ensuite, la diffusion, je trouve qu'on a tellement le temps de se perdre vis-à-vis du fait on fait pas ça que pour soi, mais on a quelque chose aussi à dire aux autres. Alors que c'est vrai que dans la musique, il y a quelque chose de... Même si, évidemment, il y a tellement de travail en amont aussi, une fois qu'on partage le son sur les réseaux ou qu'on va le faire en direct, il y a quelque chose de beaucoup plus... Enfin, qui fait sens plus directement, quoi, dans le rapport au public et aucun musicien va dire qu'il fait ça uniquement que pour lui, quoi, dans ce cas-là. C'est quelqu'un qui est ok, mais il reste jouer de la guitare chez lui et ça lui fait plaisir, et puis voilà. Ouais. Et du coup, toi, c'est quoi parce que comme tu dis, effectivement, pour le milieu du cinéma, il y a un rapport qui est quand même assez distancé, en fait, du public d'une certaine façon. Bon, éventuellement, les acteurs, les réals, et tout ça ont peut-être cette partie avant-première ou interview. Mais toi, comment tu la vis, comment tu vis ce rapport-là au public? Est-ce que c'est quelque chose, justement, parce que tu disais tout à l'heure... on n'était pas encore en train d'enregistrer, mais tu parlais des métiers de l'ombre et ce genre de choses. Comment est-ce que toi, tu vis ce rapport-là, en fait, avec le public? En fait, comme je disais tout à l'heure, on n'enregistrait pas encore, en fait, je le vis plutôt bien dans le sens où moi, j'ai accepté le fait qu'il y avait des métiers de l'ombre et que c'était ok, mais c'est vrai que mais avec qui j'en parlais? Je sais plus du tout, j'espère que ça va me revenir, et j'en parlais avec quelqu'un vraiment il y a quelques semaines, où en fait on disait que d'accord c'était des métiers de l'ombre mais en même temps en fait ça faisait un peu mal au cœur quand par exemple on va à une projection d'un film sur lequel on a énormément bossé, etc., et qu'on voit du coup par exemple le réal et la comédienne par exemple qui vont parler du film et pas la gloire mais en fait toutes les questions, etc., vont aller un peu pour eux, et sur le moment t'as un petit peu l'impression, ouais c'est ça, en fait c'est plus de la reconnaissance sociale. Ou des fois, quand il y a des réalisateurs qui font ça, qui font monter toute leur équipe sur scène pendant la projection, et dans ce moment, pour l'avoir déjà vécu, la reconnaissance sociale, elle est importante. C'est pas quelque chose de... Quand je dis reconnaissance sociale, c'est pas vouloir vraiment à tout prix que... C'est plus une sorte de reconnaissance, un peu de justice sociale, de juste reconnaître le travail qui a été fourni, le travail qui a été fait, sans pour autant avoir de la gloire ou quoi, parce que ça c'est quelque chose qui m'effraierait. Enfin, je sais que totalement. Je sais que par exemple être comédienne ou avoir à un moment donné tous les regards sur soi, c'est quelque chose que je pourrais vraiment pas faire parce que ça me mettrait extrêmement mal à l'aise. C'est vraiment quelque chose qui me ferait paniquer, quoi. C'est une question. Arrêtez de me regarder maintenant. Exactement, une question de reconnaissance sociale. Et du coup, ça me dérange pas d'être dans les métiers de l'ombre tant que les personnes avec qui on a travaillé reconnaissent au moins qu'il y a eu un travail, qu'il y a eu un investissement. Et après, moi, je fais un gros travail sur moi depuis très longtemps par rapport à ça. Par exemple, ça n'a un peu rien à voir, mais par exemple, j'ai pas du tout Instagram et je suis pas du tout réseaux sociaux parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mal avec le fait de montrer constamment ce qu'on fait. Et du coup, je fais un travail avec moi-même, toute seule, plein de fois des fois, je fais des choses bien. Et il y a eu des moments où, tu sais, t'as envie de mettre une story ou un truc. Et ensuite, je me dis, pourquoi je mettrais une story? Parce que j'ai envie que les gens voient que je suis en train de faire ça, mais en vrai, si je suis vraiment heureuse, il faut juste que je vive le moment et pas que je pense à le montrer à tout le monde. Et je me suis dit souvent que les meilleurs moments dans la vie où j'étais le plus heureuse, au final, les autres, ils avaient pas à le savoir, quoi, que j'étais bien à ce moment-là, ils avaient pas à le savoir que je faisais ça. Ouais. Moi, il y a ce truc aussi de... c'est dur parce que, par exemple, je vois beaucoup de gens avec qui je suis en tournage qui mettent beaucoup de stories
Et je sais que par exemple, en fait, le fait qu'ils mettent des stories, les gens voient qu'ils sont en tournage, du coup les gens savent qu'ils bossent, du coup les gens peut-être les rappellent plus parce qu'ils savent qu'ils travaillent, alors que moi il y a ce côté où t'es dans l'ombre, c'est un peu plus dur de savoir que tu bosses. Et en même temps, je me dis, mais en fait, tout le monde n'a pas à savoir ce que je suis en train de faire. Moi, ça me plaît sur le moment, ça me fait plaisir. Donc c'est pas grave si j'ai pas cette reconnaissance, si j'ai pas. Tant que j'ai mon nom au générique, juste par respect de ce que j'ai fait, moi, ça me va, quoi. C'est pas grave si je reste dans l'ombre, c'est pas grave si c'est des métiers qui sont pas connus. Parce qu'au final, justement, si c'était des métiers trop connus et accessibles à tous, finalement, ça ferait beaucoup moins le charme du cinéma. Ouais. Et déjà qu'on est de plus en plus nombreux à bosser dedans et qu'il y a moins en moins de place, c'est pas grave si les gens savent pas ce que c'est de faire du blocage, c'est pas grave si les gens savent pas ce que c'est de l'assistanat réel et qui pensent qu'on apporte du café au réalisateur. Je m'en fiche, c'est pas grave, au moins ça restera des métiers où tout le monde se précipite pas dessus. Ouais, mais justement, ouais, je vois grave ce que tu veux dire. Et en même temps, d'un autre côté, tu vois, j'en ai aussi un peu marre de mon côté, en tout cas personnellement, hein, que du coup, ces métiers d'art, en fait, comme il y a une grosse représentation de méga artistes, on va dire, de l'ultra-sphère connue, je sais pas quoi, et une sous-représentation des petites mains, du travail, de qu'est-ce que c'est en fait être un artiste au quotidien. Enfin, tu vois, on ne perçoit que les artistes qui ont, percé, mais qui font partie en fait d'une véritable industrie très capitaliste où au final c'est les plus gros, les trucs, les machins, et derrière où en fait toutes les petites mains, tous les petits artistes, en fait on les connaît pas, on les reconnaît pas, et en fait on s'imagine que soit tu es un méga réalisateur, soit tu fais de la poterie dans le fin fond du Larzac, tu vois. Enfin, et du coup, je trouve ça intéressant aussi de te donner la parole, tu vois, et de donner la parole aux personnes de l'ombre, ou en tout cas à des personnes qui sont moins dans ce trip-là de méga stars, de vouloir percer, de vouloir avoir une étoile sur le Hollywood Boulevard ou j'en sais rien, tu vois, parce que justement, pour montrer que, en fait, l'art, ça reste un métier... ce sont des métiers. Ce qu'on met sous la coupole de l'art, en fait, c'est 1 million de métiers. Et qu'en fait, du coup, tout le monde peut y trouver sa place d'une certaine façon. Que tu aies envie, que tu vises les étoiles ou que, au contraire, tu sois très bien dans l'ombre à participer à une machine, à la construction d'un truc. Enfin, du coup, je trouve que c'est vachement intéressant ce que tu viens apporter là en disant « Ouais, mais moi, j'aime bien être caché, comme ça, on se bat pas trop ». Et en même temps de se dire, mais donnant une visibilité en fait à toutes ces personnes-là qui sont complètement oubliées, qui n'ont pas forcément envie de montrer toute la journée en story ce qu'ils font, ce que je comprends tout à fait, et moi je suis un peu comme toi, mais de finalement de venir dire, tu vois, plutôt pour les futures générations, parce que moi je sais quand j'étais au lycée et que je voulais faire du design, on me disait, du coup, va regarder ce que Stark il fait, qui est genre... une figure très très emblématique par exemple du design produit, et donc en fait moi dans ma tête j'avais Stark, Decathlon et je sais pas quoi, alors qu'en fait quand tu regardes dans le design, dans le monde du design d'objets, voire même dans d'autres types de design, en fait ce sont des mondes très très complets et qui au final sont très opaques en fait quand t'es jeune et que t'as pas fait d'école, ou quand t'as pas les moyens de te faire une école, ou quand tu penses à une reconversion, c'est vrai que c'est tout plein de métiers auquel on pense pas forcément, malheureusement. Du coup, je trouve ça quand même vachement intéressant qu'aujourd'hui tu t'ouvres et tu partages ta voix avec nous, on va dire, pour qu'on puisse au moins l'entendre un petit peu, quoi. Ouais. Ouais, Léa, vas-y, tu veux rajouter quelque chose ? Moi, j'avais juste pour rebondir sur ça, justement, on parlait d'école, etc. Et effectivement, on a été avec Alexandra dans une école qui proposait plein de choses différentes, mais tellement peu comparé à tout le spectre qu'il y a. Voilà, tu as fait des études de réalisation, mais finalement, il y a tellement d'autres choses que juste réal. Mais je pense qu'il y a l'école a voulu mettre un nom sur la formation, donc il a fallu qu'elle choisisse un mot. Mais dans l'idée, je pense que ça met aussi une petite claque. Et moi, j'ai vécu plus ou moins la même chose. Parce que là, par exemple, on fait le podcast où je vis de la voix off maintenant. Je suis un peu chanteuse aussi. Enfin, je travaille beaucoup plus avec ma voix et avec
ma technique, le mixage, etc., que le jeu d'acteur véritablement, que j'ai laissé de côté peu à peu et que je continue de l'être, mais moins. Et du coup, je suis beaucoup plus heureuse en faisant ça. Et tu parlais dans la première partie d'acharnement et tout. Moi, j'ai vécu plus ou moins la même chose en sortant de l'école, en me disant allez, go, 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 on continue, on fait plein de choses. Il faut que je fasse du théâtre, il faut que je fasse du cinéma, il faut que je fasse de la voix, il faut que je sois chanteuse, il faut que je fasse de la comédie musicale. Enfin, 1000 choses. Et en fait, c'est épuisant. Et je pense que. Enfin, mon point, c'était que, effectivement, quand tu rentres dans une école et qu'on te dit design ou les beaux-arts ou du cinéma ou de l'acting, et que finalement tu te retrouves à faire un truc qui fait partie des branches de ce que tu as appris, mais moi par exemple la voix off je l'ai très peu appris à l'école, j'ai fait des formations après et j'ai appris majoritairement en autodidacte aussi, mais savoir que t'as payé pour une école et que finalement ce que tu fais maintenant, ça n'a plus trop de rapport, ça peut être hyper grisant parce que du coup t'as appris plein de choses par toi-même et grâce aux rencontres et grâce au serrage de pogne que tu as fait jusque-là. Mais ça peut aussi mettre une claque et je pense qu'il y en a beaucoup de gens de l'école et des gens qui étaient dans nos classes et tout dont on n'a plus du tout entendu parler parce qu'ils ont pris une claque du monde professionnel et du monde des adultes en sortant d'école parce qu'on leur a dit vous faites 3 ans d'école et vous allez pouvoir être réalisateur, etc. Il y a des gens qui sont sortis et qui ont pu faire plein de choses, mais il y a genre 3%. Les autres, ils font autre chose dans le domaine de l'art, ou les autres font autre chose carrément et ils laissent tomber complètement parce qu'ils sont éreintés. Ouais, faut gérer la petite claque que tu prends en sortant d'école, quoi. Ouais, et puis je trouve qu'il y a un truc un peu malsain dans comment dire, dans la façon dont on perçoit les métiers de l'art et que c'est très hiérarchisé dans notre pensée. C'est-à-dire, tu vois, ça me fait un peu penser à tous mes potes qui sont entrés en médecine, par exemple, après le lycée, où tous, ils voulaient être neurochirurgien, machin, truc, machin. Et qu'à Lyon, au bout de 6 mois, il y en a qui se sont déjà fait tège. Et du coup, ils ont fait, bon, bah, du coup, en fait, je vais aller faire infirmière. Bon, bah, du coup, machin. Et en fait, c'est comme si c'était une sorte de rapport hiérarchique entre les meilleurs vont finir réalisateurs ou designers dans des studios parisiens ou, tu vois, vont travailler avec Hermès ou vont travailler avec je sais pas qui. Et puis, bah, en fait, toi, t'es nul. Donc en fait, tu vas être assistant, ou tu vas être, tu vois, ou tu vas faire d'autres trucs, ou tu vas être indépendant, ou tu vas faire ça. Alors qu'en fait, pour moi, c'est plus un rapport aux compétences personnelles, et aux ambitions, à la volonté personnelle, et ça n'a pas du tout ce rapport hiérarchique qui, je trouve, dans la société aujourd'hui, est vachement placé comme ça, tu vois. Alors que, bah, on le voit bien que le réalisateur, s'il n'avait pas un assistant réalisateur, ou la réalisatrice, si elle n'avait pas une assistante réalisatrice, bah, au final, elle serait sûrement submergée de plein de choses et qui l'empêcherait de faire son métier. Donc en fait, justement, je trouve ça vachement intéressant en te posant ces questions aujourd'hui, tu vois, c'est de se dire, bah, en fait, voilà, chaque poste... Il n'y a pas de tremplin à un plus grand. Chaque métier a une véritable importance et une horizontalité, en fait, qui fait que ben, sans les uns les autres, on ne peut pas travailler. Mais justement, par rapport à ce que tu viens de dire, il y a souvent une phrase qui me fait rire. Et du coup, maintenant, j'y réponds un peu de façon presque désagréable. C'est souvent quand j'explique ce que je fais, on me dit ok, et du coup, toi, plus tard, tu veux faire quoi Tu veux être réel Et là, je dis mais non, en fait, je fais le métier que je voulais faire. C'est un métier à part entière. Et en fait, c'est un métier. C'est pour ça que maintenant, on dit de plus en plus assistant mise en scène. Parce qu'assistant réalisateur, en fait, on dirait qu'on est l'assistant du réalisateur, alors que l'assistant à la mise en scène est un métier à part entière qui n'a rien à voir avec... Enfin, évidemment, si, ça a un lien, mais qui n'a rien à voir avec la réalisation, dans le sens où c'est pas du tout les mêmes tâches, c'est pas du tout les mêmes objectifs. Et du coup, c'est vrai que cette phrase de « mais du coup, toi, plus tard, tu veux faire quoi à la fin, quoi ?» Bah, cette phrase... À chaque fois, elle me fait extrêmement rire et en même temps, elle me fait de la peine parce que ça prouve bien que bah, déjà, soit la personne n'a rien écouté à ce que je venais de raconter sur mon métier, voilà, soit la personne, pour elle,
il n'existe rien d'autre que la réalisation, quoi. Ouais. Mais encore une fois, d'où l'importance, je pense, de venir mettre en lumière les personnes qui sont dans l'ombre, non pas pour une question de gloire ou quoi, mais juste pour montrer que voilà, encore une fois, l'art, c'est plein de métiers qui sont très complémentaires en fait. Les arts, c'est des complémentarités de métiers qui, en fait, on a tous des sensibilités différentes qui font que bah, du coup, on développe tous des expertises, voire des multi-expertises, mais qui du coup viennent se cumuler, tu vois, entre rien que Léa et moi, on travaille toutes les deux dans le métier de l'art, enfin même toutes les trois en fait, on travaille toutes les trois dans le milieu, des métiers d'art et on n'a pas du tout les mêmes expertises. Et là, aujourd'hui, sur ce petit projet, bah, en fait, sans nous trois, bah, ce serait pas possible. Et en fait, je trouve ça vachement intéressant aussi de venir vraiment être très terre à terre en fait, pour qu'on comprenne que voilà, c'est vraiment, ce sont des métiers. Et du coup, par rapport à ça, pour encore une fois venir démystifier un petit peu toute cette histoire, à quoi ça ressemble une journée avec toi quand tu travailles? Ah, quand je travaille, parce que j'allais dire... Je vais rephraser. Quand tu travailles sur un film, et une journée de travail quand tu es dans le creux de la vague, on va dire. En fait, ça va dépendre. Je suis quelqu'un d'assez instable dans le sens où je suis toujours à droite à gauche en train de faire... je sais pas d'ailleurs ce que je fais, mais enfin, clairement ce que dit ma famille, ce que dit la part de mes potes, c'est de toute façon elle est jamais là. Je suis un peu à droite à gauche et du coup, en fait, même une journée de travail, ça va dépendre totalement du tournage sur lequel je suis, à quel poste je suis aussi, parce que comme je disais, sur les plus gros projets, je vais être renfort mise en scène, ce qu'on appelle, ou alors troisième assistant, c'est-à-dire que je vais m'occuper plutôt de quand on est renfort, on gère les figurants. Quand on est troisième assistant, le matin, on est aux loges et en fait, on gère l'accueil des comédiens. On fait en sorte qu'ils passent avec la maquilleuse, la coiffeuse, enfin avec les maquilleurs ou coiffeurs, les costumes et qu'ils soient à l'heure sur le plateau. Alors que quand je vais être sur des plus petits projets de clips ou des petits courts-métrages, je vais être première assistante. Donc là, je vais pas du tout faire les loges, je vais plutôt être gérer toute l'équipe en fait et faire en sorte qu'on soit prêt. Assister le réal dans la mise en scène, discuter avec le chef-op pour voir comment on fait tel plan, qu'est-ce qu'on met en place. Enfin, en fait, déjà, juste selon les projets que je fais, je n'ai pas le même poste, du coup, c'est toujours très différent. Mais sinon, une journée en général, quel que soit le poste, ça ressemble plus à déjà une petite pression le matin, parce qu'en fait, dans les métiers de la mise en scène, tu te dis toujours que toi, t'es dans l'équipe, où en fait il faut que la journée elle rentre et qu'elle se passe le mieux possible pour tout le monde. Du coup, t'as toujours un petit coup de fouet le matin, un petit pincement, un petit stress de ok, vu que souvent t'as bossé sur le plan de travail ou alors en tout cas t'as été au courant du plan de travail, tu connais déjà ta journée, tu sais déjà les scènes qu'on tourne, tu sais déjà quel moment va être chiant dans la journée. Juste, tu peux juste définir un petit peu ce que c'est un plan de travail. Ah oui, pardon. Pour les personnes qui ne savent pas. Un plan de travail, en gros, c'est vraiment le planning du tournage. C'est-à-dire, par journée, on sait qu'on va tourner telle et telle séquence, dans tel et tel décor. En général, par exemple, un film qui se tourne principalement, je sais pas, dans une maison et dans un jardin, on va regrouper toutes les séquences du jardin ensemble pour évidemment tourner tout dans le même décor et gagner plus de temps. Et ensuite, on va tourner toutes les séquences qui se passent dans la maison sur une autre période pour, pareil, regrouper les décors et gagner plus de temps. Donc en fait, le plan de travail, sur une journée, on a notre déroulé de journée en tête, on sait à quelle heure arrive quel comédien, on sait à quelle heure on va faire telle séquence, à quelle heure doit être la coupure repas, à quelle heure on doit terminer la journée. Du coup déjà on a toujours un petit truc de stress et c'est un métier où il faut être assez enjoué. En fait c'est un métier où on est la voix un petit peu. Et on guide les autres toute la journée en disant allez maintenant on passe à ça, on va faire ça, même quand on gère des figurants on dit allez les amis suivez-moi s'il vous plaît, on va se mettre en place comme ça dans le plan. Et enfin en fait c'est un métier où on est en démonstration constante, on est dans la politesse, on est dans un peu comme quelqu'un qui fait l'accueil
dans n'importe, je sais pas, dans un musée ou n'importe où, ou comme Léa, avec Léa, on avait fait un stage ensemble au Festival d'Avignon, où on était clairement à l'accueil téléphonique, à l'accueil du public, et en fait, t'es constamment dans une démonstration de politesse, de toi, de dynamiser les autres et tout, dans la joie et la bonne humeur. Du coup, c'est assez épuisant et c'est vrai que quand on rentre, on est plus dans un relâchement total qui, des fois, soit va sur un endormissement assez rapide ou alors qui peut être sur des pleurs, mais juste de nervosité, on a eu une journée où on a été... on a fait face en fait toute la journée, on a souri gentiment toute la journée alors qu'on avait envie juste de dire aux gens des choses atroces. Finalement, des fois quand on est très en colère et qu'on garde sa joie et sa bonne humeur, des fois souvent ça retombe le soir et après si le soir je suis avec l'équipe, etc., ce qui est difficile sur des tournages, c'est que des fois c'est des longues périodes où par exemple tu vas partir. Cet été je suis partie 2 semaines en Belgique et en fait du coup le soir, vu que t'es à l'hôtel, le soir tu manges au restaurant avec tes collègues, donc en fait même si t'as passé une journée difficile, tu relâches pas le soir et tu gardes ta face parce que t'es avec les collègues et tu manges au restaurant. Et souvent, c'est quand même des très bons moments et c'est aussi pour ça qu'on fait ces métiers-là, c'est pour être ensemble avec des gens, pour découvrir plein de monde. Et en fait, tu découvres des personnes, c'est pas du tout pareil quand tu manges avec eux au restaurant que quand t'es avec eux sur le plateau la journée. Mais du coup, c'est épuisant moralement dans le sens où t'es constamment la collègue. T'es pas... T'es pas l'amie, t'es pas la petite amie, la sœur, la fille, je sais pas. Enfin, t'es vraiment la collègue. Même le soir, après, quand la journée est finie, t'es au resto, du coup, t'es la collègue. Et c'est que quand tu te remets dans ta chambre, soit chez toi, soit à l'hôtel ou dans un gîte, selon où t'es logé, où tu peux relâcher et être complètement toi-même, même si j'étais moi-même au moment des faits, mais on n'est jamais vraiment soi-même quand on est avec des gens, quoi, parce qu'on est toujours un petit peu poli, un petit peu... Et du coup, tu sens que tu t'es créé un peu un personnage, ou est-ce qu'au final, c'est un peu des traits de ta personnalité que t'es venu peut-être grossir un peu, souligner ou ce genre de choses, ou est-ce que tu sens que t'as dû quand même venir te créer un personnage pour pouvoir correspondre un petit peu à cette image de la collègue, comme tu disais? Oui, c'est plus des traits que j'ai grossis, parce que je pense qu'on peut pas se créer totalement... Enfin, quelqu'un qui se crée totalement un personnage, dans ce cas-là, je pense qu'il reste pas longtemps, parce qu'en fait, ça l'épuise et qu'il a juste plus envie de faire ça, quoi. Enfin, si on n'a pas... Parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez enjoué, d'assez social, dès le départ. Et du coup, c'est pour ça que je me suis permis juste de grossir certains traits. Enfin, moi, je sais que Léa le sait, je gère pas mal de mes problèmes par l'humour et l'autodérision. Donc, en fait, je vais accentuer, par exemple, ce trait-là. S'il y a une tension dans la journée, je vais juste la résoudre soit par une petite blague, soit plus par une blague, mais sur moi. Comme ça, je sens que ça va calmer tout le monde. Ou... C'est plus vraiment grossir des traits de la personnalité que de se créer un personnage. Parce que je pense quiconque se crée un personnage ne tiendrait pas, ou alors ne tiendrait pas sainement dans son travail. Tous les métiers, de toute façon, où on est constamment en équipe, si on se crée quelque chose de complètement différent, on ne pourrait pas tenir sur la durée, quoi. Super, ok. Alors, il me reste encore 2 questions pour toi. Et la prochaine, on y a déjà un petit peu réfléchi. On en a un peu discuté déjà, on a un peu répondu. Mais j'aime bien cette question parce que notamment, ça fait vachement écho à tout ce qui s'est passé avec le Covid. Et donc, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, qui est, ça sert à quoi une artiste? Un artiste, une artiste? À quoi ça sert dans notre société qui est des artistes? Déjà, on reparle de la question de l'utilité. Et en fait, j'aimerais bien répondre que ça sert à rien parce que ça n'a pas à avoir une utilité et que c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser. Et en même temps, ce serait complètement faux de répondre que que c'est pas utile parce que c'est même indispensable en fait depuis la nuit des temps pour extérioriser ce qu'on ressent. En fait, c'est vraiment une façon de s'exprimer, c'est vraiment mettre en lumière ce qu'on a envie de raconter et en fait c'est une façon de communiquer avec les autres aussi et c'est une façon pour en tout cas les gens qui utilisent l'art, qui s'en nourrissent, par exemple pour les spectateurs au cinéma, pour les auditeurs, pour de la musique, pour
enfin les gens qui viennent voir des expos, les gens qui vont au théâtre, en fait, ils viennent se nourrir de choses dont ils ont besoin. Et enfin, je sais plus, c'est aussi un truc qu'on avait vu en cours d'histoire de l'art dans notre école, où en fait, je sais plus c'était quel philosophe qui parlait des hommes préhistoriques dans les grottes de Lascaux et qui disait que c'était les premiers artistes qui sont apparus. Enfin, en tout cas, dont on a une trace. Et en fait, il parlait d'eux en disant que c'était des artistes parce que ils avaient ressenti à un moment donné, du coup, les hommes préhistoriques qui avaient peint dans les grottes de Lascaux, ils avaient ressenti à un moment donné l'envie et le besoin de peindre ce qu'ils voyaient. Donc en fait, d'exprimer ce qu'ils avaient vu, d'exprimer surtout comment ils l'avaient ressenti, parce que la façon dont ils le peignaient, c'était comment ils les avaient ressentis, et surtout de communiquer par rapport à ça. Enfin, à partir du moment où ils laissaient une trace, c'était une envie, un besoin de communiquer, et d'autres gens après sont venus s'en nourrir. Et du coup, enfin, pour moi, vraiment, du coup, l'utilité de l'art, c'est vraiment une sorte de communication entre ceux qui ont besoin d'exprimer quelque chose et ceux qui ont besoin de se nourrir d'autres choses, que ce soit... Enfin, je pense que ouais, c'est vraiment assez cliché de dire ça, mais une façon d'extérioriser, par exemple, quelqu'un tout bêtement qui est pas bien après sa journée ou qui a vécu un truc assez traumatisant, qui va avoir juste envie de se mettre une musique, et que la musique, elle va permettre de déclencher les larmes, en fait, qu'il n'arrivait juste pas à sortir, ou l'émotion qu'il n'arrivait pas à mettre en exergue à ce moment-là parce qu'il était bloqué et il avait besoin juste d'un déclic, il avait besoin de se nourrir de l'émotion que quelqu'un d'autre avait mis à cet endroit pour que lui, ça lui parle et que ça fasse ressurgir. Enfin, c'est plus vraiment une sorte de communication pour moi, surtout pour les films. Enfin, quand tu sors un documentaire, quand tu sors un film et que tu racontes une histoire, les autres, ils vont s'en nourrir parce que ça va leur rappeler telle ou telle chose, ou alors justement, ça va leur faire découvrir quelque chose qu'ils connaissaient pas du tout, un monde qu'ils connaissaient pas, ça va leur faire découvrir des concepts, des principes, des émotions nouvelles. Enfin, c'est vraiment une façon de communiquer autre que la parole, le dialogue est un peu plus subtil, ou beaucoup moins subtil, ça dépend aussi des œuvres d'art, quoi. Trop bien. En gros, à peu près, même si je pense qu'on pourrait répondre pendant des heures et débattre pendant des heures. Oui, effectivement, je pense qu'on peut en communiquer, tiens, pour oui. Pendant des heures, mais ouais, moi j'aime beaucoup ta réponse, en tout cas de ce rapport-là de communication entre nous, et comme quelque chose qui vient en fait juste faciliter notre rapport à nos émotions, et entre nous, comment est-ce qu'on se comprend en fait, comment est-ce qu'on partage des représentations et des récits, et ouais, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Et par rapport à ça, nous en arrivons donc à la dernière question de ce podcast, qui est: est-ce que tu as une cause sociale qui te tient à cœur et autour de laquelle éventuellement tu travailles, ou voilà. Oui, je dirais que un doux mélange, c'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu dans la partie de Léa, un doux mélange entre l'écologie et le féminisme, quoi. Mais après, je pourrais pas choisir l'une par rapport à l'autre, quoi. C'est sûr, parce que les deux sont quelque chose qui m'angoisse énormément. Oh, quand j'ai dit une, le but c'est pas de... Oui, mais du coup, écologie, ouais, et féminisme, c'est les deux qui m'angoissent le plus, et en même temps pour lesquels, qui m'angoissent au quotidien, et qui, en fait, j'ai l'impression que je tiens à une cause à partir du moment où elle provoque de la colère en moi. La fille pas du tout saine. Vraiment. Non, quand je me mets en colère par rapport à quelque chose, je sais que ça veut dire que j'y tiens, en fait, et que ça me touche. Et c'est assez terrible, mais il y a beaucoup de gens comme ça qui réagissent par la colère, pour la peur et tout. Je sais que les seules fois où je me mets en colère pour quelqu'un, ça veut dire que je tiens vraiment à cette personne, et que sinon... il en faut beaucoup, quoi, sinon j'en ai un peu rien à faire. Et c'est deux causes vraiment, ouais, je comprends de ouf. Qui à la fois m'animent et en même temps m'angoissent, quoi. Par exemple, par rapport à la colère, en fait, c'est vachement intéressant. Je sais pas si tu connais Et tout le monde s'en fout. Ouais. Qui est du coup, c'est des séries de vidéos sur YouTube. Et en fait, ils parlent notamment beaucoup de la gestion des émotions. Et ce qu'ils disent par rapport à la colère, quand on reçoit de la colère, quand on ressent de la colère, c'est souvent que c'est parce qu'on a une de nos valeurs principales, une de nos valeurs les plus importantes qui a été touchée par ces choses-là. Donc en fait, et ça veut dire que justement, c'est qu'il y a un truc à gratter un petit peu derrière ça,
Donc je pense que la colère, elle est là juste pour venir mettre en lumière quelque chose qui ne fonctionne pas en nous, en fait, quelque chose qui ne nous plaît pas, en fait, et qui nous touche directement à une de nos valeurs. Donc je pense qu'il n'y a pas, il y a pas de jugement de valeur à mettre sur cet énervement. Et maintenant, par contre, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de dire pourquoi est-ce que ça t'a... Enfin, quels sont... Bon, on va peut-être rentrer un peu trop deep, donc n'hésite pas à nous dire stop, enfin, me dire stop. Mais cette angoisse-là, enfin, qu'est-ce qu'elle vient te... Est-ce que c'est quelque chose qui vient te... Le fait que tu ressentes de l'angoisse, pardon, c'est quelque chose qui te donne envie de faire des choses ou c'est quelque chose qui te stoppe plutôt et qui te frise par rapport à ça? Ben, comme on disait tout à l'heure, ça va dépendre à quel moment j'en suis dans la, dans la vague émotionnelle qui est... Enfin, c'est-à-dire que si je suis très en haut d'une vague et que je suis dans une dynamique de faire et une dynamique à ce moment-là dans ma vie de... genre d'avoir un problème et d'épouser totalement les choses et de me dire allons-y, on y va à fond. Dans ce cas-là, oui, je vais agir et je vais avoir un petit peu d'espoir ou quand je vais voir quelque chose qui évolue, je vais me dire c'est bien, on va dans le bon sens. Et en même temps, si je suis au creux de la vague, je vais me dire de toute façon, ça sert à rien, tout ce qui se met en place, etc. Enfin, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus pessimiste où me dire de toute façon, on est déjà... Enfin, j'ai l'impression qu'on fait un pas en avant et qu'ensuite, tout d'un coup, on fait 3 pas en arrière pour refaire un pas en avant, refaire 3 pas en arrière. Enfin, du coup, ça va être plus quelque chose qui va m'angoisser et ça, enfin, je sais, il faut que j'y travaille, mais je vais être dans le genre de personne qui, en fait, va se bloquer et va se bloquer d'angoisse et du coup ne pas agir parce qu'elle va avoir l'impression que ça... Ou alors agir à sa petite échelle, mais sans faire plus. Enfin, par exemple, je prends des exemples tout bêtes de l'écologie en me disant j'ai franchi le cap, j'ai franchi plein de caps sur la consommation, ce que j'utilise comme produit, ce que je mange, être végétarien, etc. Enfin vraiment j'ai franchi plein de petits caps ces dernières années et en même temps je vais avoir l'impression que... Enfin quand je vais voir, il suffit de voir une ou deux choses en me réveillant sur les réseaux sociaux qui me montrent qu'on a fait genre 4 pas en arrière alors que tout le monde essaye de faire des petits pas en avant, qu'il y a, je sais pas, un gros truc de l'industrie qui lui a permis à tout le monde de faire 4 pas en arrière, je vais me bloquer et je vais me dire de toute façon ça ne sert plus à rien, et je vais aller à Primark m'acheter un pull pour me réconforter et me dire de toute façon j'abandonne alors que si j'avais été à ce moment-là en haut de la vague, je me serais dit bon c'est pas grave, on va continuer à avancer quoi. Ok. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir ouvert ton cœur par rapport à ça et d'expliquer justement comment est-ce que tu ressens ces choses-là parce que je pense que t'es pas toute seule à les ressentir de cette façon-là et que justement le plus on en parlera ensemble, le plus on partagera nos sensibilités face à ce genre de choses, ce qui va et ce qui va pas, je pense le plus on arrivera à peut-être se sentir mieux ou je sais pas, en tout cas à avancer ensemble vers un avenir plus désirable, on verra, je ne sais pas. Tout dépend de à quel moment on en est de notre vague. Oui, c'est ça. Pour l'instant, moi, je suis un peu au milieu là en ce moment. Donc, On est tous des surfeurs finalement, des surfeurs de nos émotions. Oh oui, c'est ça, voilà. Être artiste, c'est être surfeur. Super. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose, un petit mot de la fin par rapport à tout ça, à ce métier qu'on exerce toutes les trois et à ce que c'est de vivre tout ça au quotidien? Non, juste peut-être pour revenir sur le concept de vague, j'aimerais quand même dire que j'ai piqué l'idée à Swan Périssé. Je sais pas si vous voyez qui c'est cette youtubeuse. Ouais, bien sûr. Swan Périssé, elle avait fait une très belle vidéo sur la rupture où elle donnait 3 conseils. En gros, elle avait subi une grosse rupture et elle s'était filmée pendant 1 an. Et après, ou 6 mois, je sais plus combien de temps. Et après, elle avait fait une vidéo où elle expliquait comment elle avait vécu sa rupture et qu'elle disait 3 conseils. Je sais plus, c'était bien s'entourer. Et le deuxième, c'était accepter les vagues. Et du coup, elle liait ça à la rupture. Mais en fait, c'est vrai que moi, depuis cette vidéo, j'essaie d'accepter les vagues, mais dans notre métier en général, parce que du coup, c'est vraiment un métier qui, en fait, se calquait totalement sur ce qu'elle racontait par rapport à cette histoire de vagues, quoi.
Et du coup, voilà, je tenais à dire quand même que c'était son concept des vagues et que ça marche plutôt bien de se dire des fois qu'on est dans une période où juste on accepte la vague et on attend juste le petit déclic pour remonter et puis ça va repartir. Mais ça va aussi avec toute la question d'attente qu'on disait tout à l'heure dans ce genre de métier qui n'est pas du tout stable. C'est ça. Bien sûr. Que c'est ok des fois de juste pas avoir d'inspi. Yes, excellent. Bah écoute, je crois qu'on va rester là-dessus parce que c'est une très très belle phrase de fin, je trouve. Donc voilà, accepter les vagues sera notre mot de la fin. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup Alexandra d'avoir été là et d'avoir répondu à nos questions. Merci de faire le métier que tu fais et d'être venue là pour en parler. Et merci à la merveilleuse Léa de nous avoir accompagnés et de m'accompagner à développer ce podcast et à me développer et accepter mes propres vagues. Merci à tous pour votre écoute. Waouh, t'es arrivé jusque-là. Merci. Tu pourras trouver toutes les références du podcast en description. Pour en savoir plus et retrouver les artistes, va faire un tour sur notre Instagram. Et pour nous soutenir et amplifier nos voix, abonne-toi, clique sur la clochette, lâche des étoiles et pose tes meilleurs commentaires sur toutes nos plateformes. On les lira avec grand plaisir. Peut-être que le prochain épisode sera sur toi. N'hésite pas à nous proposer tes arts, tes œuvres, ton toi quoi. Et pour finir en douceur, voilà une petite surprise chantée par Léa Diane. C'est moi. À mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ni muse, Ni soumise, hystériquement vôtre. I wanna fly, I wanna drive, I wanna go. I wanna be a part of something I don't know. And if you try to hold me back, I might explode. Baby, by now you should know I can be tamed, I can be tamed, I can be blamed, I can be tamed, I can be changed, I can be tamed, I can be. Well, I'm not a trick you play, I'm wired a different way, I'm not a mistake, I'm not a fake, it's set in my DNA, don't change me. Don't change me, don't change me, don't change me. I can't be tamed, I wanna fly, I wanna drive, I wanna go. I wanna be a part of something I don't know. And if you try to hold me back, I might explode. Baby, by now you should know I can be tamed.